remercie les amis du château et l'équipe du château également pour cet accueil déjà, pour l'invitation, pour toutes les missions sur lesquelles nous travaillons ensemble en bonne intelligence et que vous ne voyez pas forcément. La conservation du patrimoine, la préservation, ce sont pas des... Il y a du back-office auquel vous n'avez pas forcément accès, mais qui est précieux pour nous, travailleurs du patrimoine, de pouvoir compter sur des collègues et des associations voilà, dynamiques et qui transmettent leur savoir. La documentation, la conservation des œuvres est à ce prix. Je remercie Étienne Lassailly, voilà, qui est finalement mon meilleur ambassadeur. Voilà. Donc les deux premières diapositives, je n'ai pas à les faire moi, puisque Monsieur Lassailly les a faites avec grand bonheur. Je vous remercie également pour votre intérêt. C'est vrai que c'est rare les occasions où j'ai une salle comble, en fait. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Comme médiéviste, c'est un sujet, celui d'aujourd'hui, que j'aborde avec un grand intérêt et un petit peu de contradiction interne, parce que quand on étudie le Moyen-Âge, on nous apprend à détester le 19e siècle, voilà, qui a tant modifié les bâtiments, qui les a tant repris et qui les a mis à la sauce Viollet-le-Duc. Alors je caricature un petit peu, mais on nous apprend à l'école à détester ce 19e siècle, et en travaillant sur Pau, je n'ai pu faire autrement que de m'y frotter beaucoup plus sérieusement et d'en reconnaître, d'en apprendre toutes les qualités. Alors, j'ai travaillé sur ce sujet avec un grand intérêt parce qu'on avait également fait, il y a quelques années, une conférence sur Pau sous Napoléon, en fait, sous le Premier Empire. Et c'est vrai que ça m'a permis... On s'était toujours dit qu'on ferait le retour, l'épisode 2, et on ne l'avait pas fait. Et c'est vraiment ici, du coup, que cet épisode 2 a été travaillé. Et vous allez en recevoir un petit peu ces conclusions, mais c'est quand même assez intéressant. Et les deux résonnent, le Premier Empire résonne avec le second pour Pau. Nous avions eu la chance de travailler avec Jean-François Soulet sur cet état des lieux sous le Premier Empire. Je reviens rapidement dessus. Je vais travailler sur Pau. Je laisserai toute la place aux questions à la fin de la présentation. N'hésitez vraiment pas. Voilà. Et si vous voyez que vous ne suivez pas, parce que je travaille sur Pau depuis longtemps, pour moi il y a des choses qui sont évidentes, mais qui ne le sont peut-être pas pour vous. Vous n'êtes pas tous palois, vous n'êtes peut-être pas d'ici du tout. Donc voilà, dans ces cas-là, si la compréhension est gênée, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser la question. Et sinon, à la fin de la présentation, n'hésitez pas à revenir vers moi sans aucun problème. Alors, j'ai eu le bonheur de pouvoir regarder ce qui s'est dit sur les deux conférences précédentes. Donc je pense que vous étiez quand même là, sinon elles sont accessibles sur la chaîne YouTube du château. Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles je ne reviens pas. Le contexte politique dressé par Frédéric Bidouze, le contexte d'émulation artistique et de mécénat impérial qui a été illustré par Maurice Culot, et notamment la commande portée par les princes et par Eugénie, avec cet attachement fort au sud-ouest. Le sort du château durant toutes ces années a également été traité, et je crois qu'il est traité aussi par le biais des visites complémentaires qui sont adressées, donc je n'y reviens pas. Après, ce que je souhaitais mettre en avant, et que vous avez normalement déjà entendu durant ces conférences, c'est qu'il y a déjà quelques noms, quelques billes qui préparaient la conférence d'aujourd'hui. La présence de Gabriel Ancelet, qui est l'architecte qui réalise le portique d'entrée du château durant ces années-là, durant ces années du Second Empire. La présence d'Émile Boss-Villevade, qui va beaucoup travailler avec Eugénie et qui travaillera également pour la ville de Pau, pour l'église Saint-Martin notamment, voilà, avec une œuvre d'art totale de ces années-là. La présence également d'Alphonse Bertrand, qui va travailler sur la côte basque, mais qui travaille également à Pau pour la réalisation de l'Hôtel de France, un de ces grands hôtels édifiés sur le boulevard des Pyrénées, là encore, durant le Second Empire. Donc vous voyez que durant ces 20 ans que vous avez déjà commencé à étudier, 1850-1870, je grossis un petit peu, voilà, vous avez déjà des petites billes qui ont été semées pour comprendre qu'il y a un environnement favorable à ce que Pau émerge comme une capitale dynamique, un chef-lieu de préfecture vraiment dynamique durant ces années-là, notamment par la présence de ces artistes, mais on va voir également par d'autres biais. Ce que nous avions dressé pour Pau sous le Premier Empire, c'est qu'il y avait alors déjà
valeur, une préférence, une faveur attachée à la ville de Pau sous le Premier Empire, qui tendait à son développement comme chef-lieu de préfecture. Cependant, il y avait une petite compétition avec Bayonne, qui était plus près du port et peut-être une capitale économique supérieure par rapport à Pau. On va voir que sous le Second Empire, cette rivalité, alors on va parler de rivalité, c'est un peu idiot, on sait très bien que les Béarnais et les Basques s'entendent extrêmement bien, mais voilà, cette rivalité en fait est déplacée ailleurs et Pau conserve sa prééminence alors que Bayonne va changer un petit peu de voie. Va émerger Biarritz, qui ne sera pas capitale, mais qui tendra à devenir une nouvelle locomotive du Pays Basque durant ces années-là. Alors Biarritz n'est pas mon sujet, mais voilà, je dresse un petit peu comme ça des petits... je sème des petits cailloux qui vous aideront pour la compréhension de cet échange voilà, à venir. Je signale également l'étude de Marie-France Lecas sur les chantiers du Sud-Ouest, qui là encore m'a servi à récupérer quelques éléments de comparaison, mais je considère que ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est vraiment Pau, et voilà, pour montrer cette faveur du Second Empire accordée à la ville. Je rebats quelques clichés voilà, que vous connaissez peut-être déjà, mais ça ne fait jamais de mal. La pédagogie, c'est la répétition. Un contexte connu pour le XIXe siècle. Après la Révolution, le chef-lieu du département des Basses-Pyrénées est définitivement fixé à Pau. Et depuis lors, la ville connaît un essor continu. Je remets également quelques postulats qui vous aideront également à suivre cette chose-là. Les dirigeants, quels qu'ils soient, les dirigeants politiques d'un territoire, s'attachent à l'aménagement de ce territoire pour son bon fonctionnement. Alors c'est vrai au Moyen-Âge sous les Centules, les Albret, les Bourbons, c'est aussi vrai pour les Bonaparte. Donc voilà, il y a ce postulat, une autorité politique agit pour son territoire, et on va en voir le résultat ici. Deuxième postulat, de tout temps, l'aménagement urbain, l'aménagement de la ville, représente un enjeu symbolique. La ville représente le territoire. En fait, la tête représente le tout. Son ordonnance, l'ordonnance de la ville, incarne l'autorité politique et la culture de ses dirigeants. Donc là encore, on verra comment cela se traduit par les images. Ça peut même incarner la modernité d'un régime. C'est ce que l'exposition sur le royaume de Navarre, par exemple, au musée du Château, a montré pour cette période-là. Ben, c'est également valable pour le Second Empire ici. Troisième postulat, on est au XIXe siècle sur une période générale de croissance, et c'est d'autant plus vrai à Pau. J'ai mis que les chiffres de la croissance démographique, mais voilà, Pau en 1811 compte 10 438 habitants. En 1831, 11 300 habitants. En 1896, on est à 33 000 habitants. Donc vous voyez une population qui triple en un siècle avec... alors là, quatrième postulat, mais là encore, je rame un petit peu, je vous redis des choses que vous connaissez déjà. Cette période de croissance pour Pau, particulièrement sous le Second Empire, est attachée à ce phénomène de la villégiature, le fait de partir, se soigner, voyager pour le tourisme, les affaires, le soin, la convalescence, la fréquentation de la bonne société. Et Pau s'inscrit dans cette carte de la villégiature européenne, voire mondiale, à ce moment-là, et on va avoir, notamment sous le Second Empire, une montée en puissance de ce phénomène localement. Là encore, je rebats quelques clichés, après j'y reviens plus, je vous promets, je rentre dans le sujet et vous serez tellement bien armés que vous allez tout comprendre. Quelques idées reçues sur l'action politique, économique et sociale traditionnellement associée à Napoléon III. Une personnalité cultivée, ayant voyagé un petit peu par la force des choses et de sa famille. Un empereur autoritaire la première partie du règne, puis plus libéral. Quelques actions qu'on lui associe. Alors, anecdotiquement, je suis venue sélectionner la libération d'Abdelkader pour ce lien avec le château, puisque c'est lui qui va mettre en œuvre les promesses faites par le régime précédent et rendre à Abdelkader une liberté un petit peu sous contrôle, mais voilà, une liberté tout de même. Alors, plus largement, une révolution industrielle nationale qui voilà, prend pied sous ces années-là, une attention sincère pour la condition ouvrière dérivée du saint-simonisme dans lequel il a baigné,
Je rappelle l'écriture de l'extinction du paupérisme, qui est un de ses ouvrages vraiment majeurs. Sous son empire est également associé une espèce d'âge d'or de la bourgeoisie, un âge d'or du tourisme, ça j'y reviens, mais ça sera également un fil rouge de la présentation. On lui doit les grands travaux parisiens. C'était un clin d'œil de choisir ce titre des grands travaux et de comparer notre capitale à la capitale, on va dire. Donc des grands travaux parisiens qui sont étendus aux métropoles, mais également aux petites villes de province. L'accueil, là encore, on trouvera des liens avec Pau. L'accueil pour Paris de 2 expositions universelles. Donc la première en 1855, c'est la deuxième après la première à Londres quand même, et une deuxième en 1867 dans laquelle Pau sera présente. Une interrogation, mais là encore on essaiera de répondre tous ensemble à la fin de cette présentation. La place de Pau là-dedans, en fait, comment on se situe? La méthode que j'ai employée, alors je vous l'ai dit, hein, c'est un sujet sur lequel je souhaitais travailler, mais ce n'est pas forcément mon quotidien de travailler sur ces sujets-là. Donc il faut faire synthèse de la donnée que j'amasse, qui est plus de la donnée qui est attachée à de l'histoire de l'architecture, à des bâtiments, et de voir ce qui se passait sous le Second Empire. Donc j'ai essayé de rassembler un maximum de choses, j'ai moissonné, prendre tout ce qui chronologiquement dans mes dossiers se rattachait au Second Empire, tout ce qui a pu se réaliser à ce moment-là, et correspond au sujet que je vous ai précédemment indiqué. Et on verra bien ce qu'il en sort. Voilà. Alors, cette présentation se fait en 3 points. Ce sont les 3 axes de synthèse que j'ai choisi de traiter parce qu'ils sont sortis assez naturellement. Donc, en premier lieu, le rôle moteur de l'édification d'architecture publique dans la politique de ces années-là. En deuxième lieu, le succès de la promotion immobilière privée sous le Second Empire. On fait le petit parallèle avec l'âge d'or de la bourgeoisie qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ensuite, tout ce qui ne s'est pas passé sous le Second Empire, mais qui lui est peut-être imputable grâce aux outils qui ont été entrepris pendant ces années-là, mais qui n'ont vu des réalisations aboutir qu'un petit peu plus tard. Donc ça sera les petites perspectives dégagées d'après cette étude. Alors, je fais le lien entre mon PowerPoint et mes notes. Alors ça, c'est ce que nous a gentiment fait partager Étienne. Je vous mets quelques images sympathiques. Donc, une allégorie qui représente Napoléon III, introduit évidemment par son ancêtre, et appuyé par le peuple et l'armée, qui terrasse un dragon. Enfin voilà, on est vraiment dans le domaine du mythe Napoléon III, face à un document plus réaliste, qui est une photo de Nadar, voilà, du même Napoléon III. Vous voyez qu'il y a un petit peu une petite distance. Je vous montre également l'ampleur des travaux réalisés à Paris, des grands travaux comme on les appelle. Évidemment, alors on n'a pas ce type de document pour Pau, on n'a pas non plus ce type de chantier également. L'idée, c'est aussi que la période, et là ce sont des choses vers lesquelles vous pouvez aller par vous-même, c'est aussi la période qui voit naître la photographie et se développer la photographie. Ça fait également le lien avec les conférences précédentes que vous avez pu suivre, mais se crée une documentation précieuse qui nous permet de travailler cette matière-là de manière différente. Alors, sur ce levier des chantiers publics, mon premier point. Je suis allée chercher quelques exemples, alors rassurez-vous, il n'y en aura pas 50, mais voilà, des exemples comparatifs. Alors, vous avez vu Paris, mais Paris reste la démesure comparée à Pau. Essayez de choisir des exemples qui pouvaient montrer peut-être une petite similitude avec l'exemple pas loin. Vichy me semblait intéressante. Alors, je ne sais pas si ça a été, je me souviens plus si ça a été évoqué pendant les conférences précédentes, mais on sait que se développe à ce moment-là donc le tourisme, et notamment le tourisme de soins et la villégiature thermale. C'est aussi lié à la personnalité physique de Napoléon III qui souffre de problèmes de santé sérieux, qui va avoir besoin de cure et qui va appuyer donc, le développement de tout ce qui est infrastructure thermale. Et Vichy va vraiment en bénéficier en premier lieu. Je trouvais intéressant
de noter qu'on va retomber sur des petites choses qui vont se retrouver à Pau, l'établissement de la gare, l'établissement de jardins publics, un plan d'urbanisme dédié au développement de Vichy pour cette époque-là, la construction de chalets pour les hivernants ou pour les gens qui viennent en cure, la reconstruction de l'église, la reconstruction du casino, un projet d'hygiénisme global directement soutenu à l'époque par l'action de Napoléon III et de sa femme. Alors là, ça sera peut-être une petite différence avec Pau, c'est que nous, ce n'est pas Napoléon III et sa femme directement qui vont motiver les bouleversements qui se passent à Pau, mais c'est l'action de ces séides, on va dire, en province qui va stimuler cette intervention. Mais vous voyez que l'action du Second Empire peut tendre à mobiliser tous ces leviers pour transformer une ville et en faire une ville nouvelle, vraiment. On sait que d'autres cités vont peut-être bénéficier d'un petit peu moins d'attention. Et c'est là qu'on s'interrogera sur pourquoi Pau bénéficie d'autant d'attention. Auch, par exemple, également chef-lieu de préfecture. Alors, déjà, Auch a, on va dire, hébergé des émeutiers, notamment quand le changement de régime a eu lieu. Et donc, Auch a un petit peu été la mauvaise élève. C'est-à-dire que Auch, ville d'émeute, ne va pas bénéficier d'autant de moyens. On va juste occuper les Occitans à la construction d'un escalier monumental et à une transformation minime, un petit peu du territoire de la ville. Biarritz, alors ça a été totalement étudié par Maurice Cullot, je ne reviens pas dessus, mais voilà, Biarritz va également bénéficier de nombreuses initiatives destinées à la transformer en station de villégiature courue. Mont-de-Marsan ne va pas bénéficier d'autant d'attention non plus. On sera sur de la construction ponctuellement du lycée Victor Duruy, voilà, et pas grand-chose d'autre en fait. Mais Mont-de-Marsan avait déjà bénéficié de beaucoup d'attention sous le Premier Empire et avait été pourvu notamment en infrastructures publiques. Alors, ces actions tentent de rendre la ville plus belle par le monument. Alors, cela se fait, je vous ai parlé de cet âgeur de la bourgeoisie et de ce début de promotion immobilière qui est initié sous cette période-là. Donc, on tente de rendre la ville plus belle par le monument. C'est-à-dire que le public va stimuler la construction d'équipements publics à plusieurs effets. C'est-à-dire que déjà, le monument embellit la ville. Une architecture moderne, neuve, permet d'embellir la ville. L'installation d'un nouveau monument permet également de remodeler ses abords et de repenser la configuration de la ville. Et donc de stimuler un petit peu une ordonnance nouvelle et de générer, en fait, de faire un effort de levier pour que la totalité de la ville soit un petit peu touchée par cet embellissement. Sur Pau, ça va toucher un petit peu tous les domaines, la culture, l'éducation, l'assistance, la civilisation du loisir, les églises paroissiales ou confessionnelles. À l'époque, on est sur un service quasiment public du culte, donc on est sur de l'architecture publique et qui est vraiment remodelée, repensée. On pourvoit également la ville en équipements publics de pointe qui sont en cela aidés par les instances nationales. Et le Conseil des bâtiments civils, notamment, va être une instance qui va permettre de diffuser sur le territoire national des modèles d'architecture publique qui soient adaptables un petit peu partout et qui aident les municipalités de province à s'emparer de ces modèles. Ça allège les coûts, ça permet aussi d'adapter les architectures au lieu et ça encourage la construction de nouveaux équipements publics. Alors c'est le cas de ce que vous voyez ici, c'est le cas de la construction du palais de justice. On est entre 1847 et 1856. Vous voyez que c'est... Alors, je triche un petit peu parce que c'est un projet qui est entrepris un petit peu avant le Second Empire, mais qui est pleinement achevé sous le Second Empire. Dans ce projet-là, l'État, le département, la ville s'unissent pour que le projet voie le jour sur des territoires qui sont un petit peu en dehors du centre de l'époque. Cela permet d'urbaniser de nouveaux quartiers, en fait. Plutôt que de le mettre en plein centre, on va choisir de déplacer un petit peu sa situation pour pouvoir justement bénéficier d'espaces libres et générer du tissu urbain plus facilement. Son accessoire nécessaire est la prison qui va être rebâtie dans la foulée, en fait. Alors, leur lien est ténu, est étroit, et notamment parce qu'à l'époque, alors ça c'est un sujet que j'ai déjà abordé, on a très peur des émeutes urbaines. Et le trajet du prisonnier entre la prison et le palais de justice
et générateur nationalement d'émeutes urbaines. Donc c'est vrai qu'on repense très attentivement, très finement la construction de ces équipements et on les pense un petit peu par deux. C'est-à-dire que quand on construit un palais de justice, on pense au trajet qui va devoir être effectué avec les prisons. Donc on évite de trop éloigner ces équipements. On évite aussi que ça fasse des coudes, parce que les coudes sont propices à l'insurrection urbaine. Et donc on pense voilà, ces nouveaux quartiers, ces nouveaux équipements avec cette idée-là en tête. Ensuite, à Pau, ce qui se passe, je vous ai parlé qu'on est en période d'essor, en période de villégiature villégiature de soins climatiques. Les anciennes prisons, avant leur localisation actuelle, elles sont situées sur le boulevard du Midi. Et c'est un terrain qui prend énormément de valeur et sur lesquels on ne souhaite pas trop voir des prisons, mais plutôt des équipements qui feraient embellir la cité. Et ça arrange un petit peu tout le monde qu'on délocalise les prisons un petit peu plus au nord, un petit peu plus loin, et sur ce qui est à l'époque, alors c'est plus le cas maintenant, mais sur ce qui sont à l'époque des franges urbaines. On n'est pas sur du centre-ville, même si maintenant ça l'est un petit peu devenu. Autres équipements qui sont repensés, alors là encore, on est plus sur de la génération de tissus urbains que de l'embellissement du centre-ville. La construction d'un asile d'aliénés flambant neuf. Mais là encore, l'ancien asile, alors si vous êtes palois, on est sur dans les années 1840, le site de l'asile d'aliénés, c'est à peu près le musée des Beaux-Arts actuel. Et pareil, on est quand même en centre-ville, les terrains prennent de la valeur et on se dit on aimerait bien éloigner les aliénés, c'est un petit peu gênant qu'ils soient en centre-ville, on préférerait les voir plus loin. Ça va, alors je suis un petit peu cynique, mais évidemment je ne le pense pas, voilà. Ça va aussi avec de nouvelles préconisations thérapeutiques, une meilleure prise en charge de la maladie, qui fait que sur l'emplacement de l'actuel centre hospitalier des Pyrénées, qui est l'ancien asile d'aliénés, on peut faire travailler les malades de leurs mains, on peut leur faire travailler la terre, et donc à l'époque, ça améliore la prise en charge du soin. Autant sur le palais de justice, on était sur un équipement qui certes découlait des modèles nationaux, mais un petit peu vieillots. Autant la prison et l'asile d'aliénés vont être des équipements de pointe pour l'époque. L'asile d'aliénés sera même présenté en fait à la deuxième exposition universelle, celle de 1867. On sait que ces planches-là, notamment cette image et ce plan, sont donnés par la ville et par l'asile d'aliénés pour pouvoir être exposés sur le site de l'exposition universelle dans le cadre des réalisations architecturales de l'époque, des réalisations architecturales, je le répète, de pointe. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si on voit on voit la main? Oui, très bien. Vous voyez, alors, je crois que je n'ai pas dit le terme encore, ça c'est l'ennui quand je m'éloigne de ce que j'ai écrit. Je n'ai pas encore... Ah, ben c'était juste après. Voilà. Le terme d'hygiénisme, en fait, qui colle aussi à cette deuxième moitié du XIXe siècle. L'hygiénisme, alors, c'est le fait de pouvoir aérer la ville, de penser une meilleure circulation de l'air en territoire urbain, mais aussi dans l'architecture. Et ça, par extension, ça va désigner toute action, toute volonté d'agir sur le cadre de vie pour en chasser les miasmes. Ça peut être donc sur l'architecture, et c'est le cas dans cette architecture qui est totalement réalisée selon les préceptes de l'époque, de longs couloirs où l'air peut circuler. Vous voyez des bâtiments qui sont séparés, là encore, par beaucoup d'air, pour pas que les microbes puissent se contaminer. On sépare également les malades entre eux par type de pathologie, donc l'air circule autour et puis les préserve miraculeusement un petit peu les uns des autres. Alors, ce sont des théories aujourd'hui largement rebattues puisque voilà, Pasteur est passé par là, mais à l'époque, c'est comme ça que l'on construit et que l'on pense les architectures. La prison est également construite à l'époque selon ces mêmes un petit peu modèles, avec des longs couloirs, des préaux, où la circulation de l'air est vraiment une préoccupation primordiale. Alors, là, on est à l'intérieur
de l'asile d'aliénés. Je trouvais le parallèle intéressant quand j'ai fait mes recherches. Vous voyez cette image qui montre un intérieur d'hôpital à Amiens pendant une crise de choléra, je crois. Et vous voyez un petit peu ce type d'architecture qui se répand sur le territoire. Là, le parallèle est un petit peu flagrant. Tout ce qui est pratique religieuse est également repensée durant ces années-là, subventionnée par l'État pour la construction de tout ce qui est culte, en fait, lieu de culte. Ça colle avec notre période de villégiature climatique qui fait que des hivernants de tous horizons viennent à Pau et donc ils viennent se soigner, ils viennent fréquenter leurs semblables et ils ont leurs besoins confessionnaux. Et donc chacun va pouvoir, suivant ses moyens, suivant la taille de la communauté, pouvoir faire élever des lieux de culte qui servent à cet exercice. Alors j'en ai pris qu'un, mais ceux qui sont édifiés pendant cette période sont nombreux. Alors je vous ai parlé déjà des deux églises paroissiales, donc on a Saint-Jacques, Saint-Martin, on est sur les années 1860-70, le Carmel, on est 1853-54, Sainte-Ursule des Champs, qui est l'actuel groupe scolaire Sainte-Ursule, 1852-1860. Les Jésuites de la rue Montpensier, une très belle chapelle, si vous avez l'occasion d'y aller, on est en 1866. Le Sacré-Cœur, 1870, ça c'est une église qui a disparu. Les Dominicaines, c'est aujourd'hui rue Lamotte, 22 rue Lamotte, 1871, on est juste après, là j'ai triché un petit peu. Et l'église orthodoxe que vous avez ici, 1867. En fait, on est sur une période de croissance, on aide les cultes à s'établir, et donc on a le territoire urbain qui se couvre d'églises durant ces années-là. Là, on est sur un exemple qui est mi-religieux, mi-assistance publique, est construite en 1870 sur un territoire communal. Cet établissement de la Miséricorde, qui est un orphelinat au départ, tenu par des sœurs de la Charité, qui vont aiguillonner, on va dire, les conseillers municipaux pour obtenir gain de cause et la construction de cet orphelinat. Et on va avoir un de ces partenariats publics-privés de l'époque, c'est-à-dire que la municipalité va donner le terrain, l'architecte municipal va construire l'édifice. En revanche, ce sont les sœurs qui le payent, et les sœurs, sous-entendu, évidemment, aidées par la communauté paloise, les dons, les œuvres charitables menées par les dames de la ville, qui vont permettre de construire cet édifice. Je vous ai mis une image avant restauration. Aujourd'hui, c'est devenu une cité judiciaire, voilà, et ça a vraiment embelli cette place. C'est une très belle réalisation. Alors là, je saute quelques petites images, je vous laisse patienter en attendant. Je reviens également sur la construction du théâtre et de l'hôtel de ville. On est en 1862. Là, même mode opératoire, c'est-à-dire que la municipalité va fournir l'espace foncier sur lequel va être élevé le théâtre-hôtel de ville, celui qui est aujourd'hui Place Royale. Mais c'est une société d'actionnaires qui va s'emparer de la construction et qui va financer véritablement les travaux. Il faut dire que là, la ville, là encore, la ville est un petit peu visionnaire. Elle sait très bien qu'à l'époque, elle ne peut pas mener tous ces chantiers de front. Elle laisse faire, et dans le cas du théâtre-hôtel de ville, il va y avoir une clause dans la concession du terrain pour qu'elle puisse récupérer à terme les bâtiments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un hôtel de ville, théâtre, alors qu'au départ, on était plutôt sur un théâtre, ensuite hôtel de ville. Alors, je pense qu'il y a des petites choses que j'ai déjà dites, donc hygiénisme et amélioration du mode de vie, chasser le miasme, donc ça c'est ce courant de pensée dont je vous ai expliqué un petit peu les tenants tout à l'heure. Quel type d'actions vont être menées à Pau dans cet axe-là? Alors, la construction des égouts, la refonte un petit peu des hôpitaux et tout ce qui est développement de l'assistance. C'est dans ces années-là que va être couvert progressivement le ruisseau du Hédas et qu'il va commencer sa disparition un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus que le ravin et on n'a plus le ruisseau égout.
Couverture donc entre 1851 et 1869. Je vous ai parlé déjà de la ferme et de l'asile d'aliénés. Ce que je voulais revenir sur l'asile d'aliénés, c'est que cet équipement de pointe pour l'époque rayonne sur plusieurs départements. Et c'est un des petits exemples qui vont montrer que Pau monte en puissance durant ces années-là. C'est-à-dire que ce sont normalement des équipements départementaux. À l'époque, par exemple, la prison ou l'asile d'aliénés, c'est une compétence du département. Mais on a vu que toutes les forces se mobilisaient pour que cela puisse être possible. Et normalement, quand c'est un équipement départemental, voilà, cela bénéficie aux citoyens du département. Ce qui va se passer pour l'asile d'aliénés, c'est que dès le départ, et ça va être pareil pour le palais de justice, on va dire il y a quelques places pour les aliénés des Landes et pour les aliénés des Hautes-Pyrénées, parce que ces départements, à l'époque, ne peuvent pas se payer un tel équipement, mais on va préempter quelques places pour pouvoir accueillir les malades qui le nécessitent, mais qui viendront d'un petit peu plus loin. Voilà, donc sur cet exemple hygiéniste et qui aide à mieux penser la ville, deux petits exemples. Donc l'usine à gaz de Bizanos, qui est toujours debout actuellement, qui ne se voit plus beaucoup, mais qui est l'actuel GDF en fait. Je ne sais pas si c'est encore occupé. Il y a quelques années, il y avait encore quelques bureaux, mais là je suis pas tout à fait sûre. Là, c'est un privé, une compagnie privée qui s'empare de la compétence et qui va fournir le gaz pour pouvoir éclairer la ville. Donc on est dans les années 1854-1855. La Compagnie Générale des Eaux, on est toujours sur ce côté un petit peu usine. La Compagnie Générale des Eaux, c'est l'ancêtre de Veolia aujourd'hui. La compagnie, mais vraiment, la Compagnie Générale des Eaux est fondée en 1853, donc c'est une compagnie privée qui va obtenir des concessions de services publics. La première est à Lyon, 1853, Paris va l'avoir en 1860. À Pau, une compagnie va se former également en partenariat avec la municipalité pour fournir l'eau potable aux habitants. C'est l'usine de Guindalos, avec un décret impérial dès 1862 qui va permettre de travailler à partir de la résurgence de l'œil du Nez, qui est donc sur les coteaux, de permettre l'adduction d'eau potable à Pau par gravité, en fait, et de fournir la ville en eau potable. Le centre sera fourni en priorité et ensuite les quartiers périphériques, et notamment les quartiers de la villégiature, vont se raccorder petit à petit à ce réseau-là et bénéficier de l'eau potable un petit peu partout. Ça va toujours ? Oui. Je parle un peu vite, je suis dans mon truc, ça va ? Bon, très bien. Alors, un dernier petit point, donc sur ce levier des chantiers publics, je vous ai dit également que le fait de poser un monument dans la ville permet aussi de travailler sur ses abords, d'aménager l'espace et d'anticiper la croissance. Les élus de l'époque sont tout à fait lucides sur le fait qu'ils vivent une période de croissance, qu'ils souhaitent la soutenir, voire la décupler, et donc on essaye d'anticiper cette croissance. On aménage les abords et les nouveaux axes. On annexe les communes avoisinantes. Alors ça se fait un petit peu partout. Ça se passe toujours mal. Les petites communes qui doivent céder leur territoire un petit peu contraintes ne sont jamais d'accord, mais force est là que la commune centre s'agrandit aux dépens des petites communes environnantes. Alors c'est un dispositif qui est inventé à Paris en 1856. Paris annexe les Batignolles, par exemple. Enfin voilà, elle va prendre pied sur les communes avoisinantes, et c'est un décret qui est adaptable par les villes qui en font la demande. Bordeaux annexera la Bastide, Bayonne va annexer Saint-Esprit, Pau prend un arrêté en ce sens dans ces années-là également, et elle va grignoter un petit bout de Lens, un petit bout de Gelos, un petit bout de Jurançon. Et elle va gagner comme ça du territoire pour pouvoir prévoir sa croissance et puis la diriger le long d'axes qu'elle aura préalablement déterminés d'elle-même.
tout va bien. Le chemin de fer. Alors c'est pareil, ça c'est un truc que j'aurais dû dire en introduction, mais voilà, c'est l'explosion du chemin de fer à ce moment-là et de tous les développements qu'il permet. La circulation des hommes et des biens matériels, le plein essor du tourisme, alors voilà, c'est pour ça que ça aurait dû être au début, voilà, comme vecteur de développement, et son lien avec les stations de villégiature et notamment les stations de villégiature thermales. Bayonne est desservie par le chemin de fer en 1854, Tarbes, ça sera 1859. La gare de Pau est établie en 1863 par la compagnie de chemin de fer du Midi. Voilà, on va travailler à raccorder les territoires et à les faire se développer, se connecter avec les autres, à pouvoir voyager d'un point à l'autre le plus facilement possible. Alors, je termine là sur ce premier axe qui était sur le levier des chantiers publics. Je viens à l'action privée, alors qui va venir compléter cette action du public. Cette promotion immobilière privée est l'âge d'or de la bourgeoisie qui est associée, alors voilà, c'est un des clichés un petit peu qu'on associe au Second Empire, mais il se réalise pleinement à Pau. Le postulat, quel est-il à ce moment-là? C'est que voilà, de nouvelles élites, notamment l'ascension de la bourgeoisie, permet, par une masse économique qui s'accroît, un investissement dans la pierre. C'est-à-dire que la construction va devenir un levier d'investissement encore plus fort. Ça se couple localement avec un besoin, c'est-à-dire que cette promotion immobilière privée répond aux besoins de logement de la ville de Pau, c'est-à-dire que de plus en plus de gens viennent vivre en ville, la villégiature se développe, il va bien falloir construire des demeures adaptées à chacun pour accueillir cette croissance démographique. C'est assez simple à visualiser. Qu'est-ce qu'il se passe à Pau ? Alors, on a plusieurs natures de commanditaires. Quand on a regardé, alors c'est une documentation qui est un petit peu difficile à rassembler, ça va être la presse, ça va être les matrices cadastrales, on essaye de voir qui a commandité les principales demeures paloises de l'époque. On a un peu de tout. En fait, on a, et c'est peut-être cette variété-là qui est la plus intéressante. On pourrait se dire qu'il n'y a que les élites qui investissent. En fait, non, les Béarnais se saisissent, j'insiste sur le fait qu'ils sont Béarnais, les Béarnais se saisissent de la croissance de Pau pour en faire un investissement et pour investir dans la pierre et obtenir un retour sur investissement par la location qu'elle soit aux personnes qui vivent à Pau à l'année, tout comme aux hivernants qui vont venir là plus temporairement durant la saison d'hiver. Et donc on trouve un petit peu de tout. Alors il y a une étiquette qui est assez sympa, c'est celle de propriétaire rentier, c'est-à-dire qu'on est propriétaire, rentier. Et donc ça c'est une catégorie de personnes, là on sait que ces personnes-là ont de l'argent et qu'elles investissent cet argent dans la pierre. On serait plutôt sur de l'élite bourgeoise. Mais on a aussi une petite et moyenne bourgeoisie qui se développe en voie d'enrichissement. Et des fois, je dis bourgeoisie, on a un limonadier, un ferblantier, des gens comme ça qui sont des travailleurs, qui vont construire des immeubles à Pau. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent un immeuble, ils y habitent et ils louent le reste. Voilà, et là, on est sur du standing un petit peu de base. Et je dis petite bourgeoisie, on est sur du travailleur. Voilà, un ferblantier, c'est pas voilà, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais vous voyez qu'on a une voie d'enrichissement par l'immobilier et des maîtres d'œuvre et des entrepreneurs qui vont être attirés par cette ville pour venir répondre à ce besoin et venir construire les maisons qui font défaut. Ces maîtres d'œuvre et ces entrepreneurs vont également, à leur tour, devenir des investisseurs. On voit très bien ce phénomène quand on suit les constructeurs. Alors, soit ils apparaissent comme simples maîtres d'œuvre, c'est-à-dire qu'un architecte ou un entrepreneur construit pour une personne un immeuble, mais dans de nombreux cas, il apparaît que l'architecte ou l'entrepreneur a des billes dans cette construction-là et qu'il investit lui-même dans cette promotion immobilière. Et donc on a de nombreux exemples, je vais revenir dessus en vous montrant les images. Je vous parlais de ces travailleurs qui construisent pour vivre et louer. Il y en a qui construisent également pour vivre, travailler et louer. C'est-à-dire que l'immeuble qui va être construit, le rez-de-chaussée va
abriter l'activité commerciale. Le premier étage, le bel étage, abrite leur logement et ensuite au-dessus, ils louent cette chose-là. Ce sont aussi des cas assez répandus pour cette période. Donc vous voyez qu'on répond à différents besoins. Et je ne parle pas des besoins des hivernants, je vais y revenir un petit peu là-dessus. Donc vous voyez que le contexte est propice, favorable, et qu'il attire l'installation durable de maîtres d'œuvre qualifiés. Alors je vais citer quelques noms de ces gens-là qui sont un petit peu sur plusieurs catégories. Des fois, ils travaillent pour un tiers, puis des fois, ils travaillent pour eux-mêmes et ils construisent des immeubles pour les louer derrière. On a aimé suivre la famille Labétour. Donc la famille Labétour, elle travaille, alors ce sont des marbriers de formation, ils sont dits des fois marbriers, des fois entrepreneurs, et puis en fait ils sont un peu les deux. Ils sont situés pas très loin du cimetière, enfin, voilà, c'est un déterminisme géographique. Quand on est marbrier, la principale source de commande, elle est quand même au cimetière. Et donc ils vont construire des immeubles dans leur quartier, c'est-à-dire qu'ils ont leur marbrerie, mais ils vont aussi construire dans cette zone-là. Donc on va être sur le cours Bayard, la rue Marcat, voilà, des éléments, je reviens dessus pour montrer à ceux qui sont pas du coin. On a, je ne les ai pas tous cités, mais je prends quelques exemples. On a l'architecte Loupeau. L'architecte Loupeau, ça va être l'architecte de Saint-Jacques. Alors, c'est pas, il est ingénieur des mines de formation, ce n'est pas un architecte très renommé, mais il va s'installer dans le coin, et c'est vrai que la villégiature et thermale et climatique va être source de commandes. Il va commencer par le religieux, donc Saint-Jacques à Pau. Je crois qu'il construit également l'église de Larins. Voilà, je ne sais pas s'il y a des Auxalois, mais je crois que c'est ça. Voilà. Et il va également construire des immeubles pour lui-même et puis pour la location à Pau. Il va s'installer durablement. J'aime aussi beaucoup la figure de Lucien Côté. Ceux qui suivent nos visites en mangent à peu près toutes les visites. C'est un architecte qui, lui, voit c'est une carrière vraiment très complète. On est sous la fin du Second Empire et il va vraiment beaucoup construire par la suite. Lucien Côté va donc également investir dans la construction de villas, lui à destination des hivernants, également d'immeubles, et il va faire une carrière où il construira un petit peu de tout, des grands magasins, des églises, il va travailler à Cauterets, il va travailler à Pau, il va travailler un petit peu partout nationalement. Donc c'est vraiment une de ces figures d'architectes qui va émerger au niveau local. Il y a un déterminisme un petit peu géographique, donc je vous ai parlé des Labétour pas très loin du cimetière. Loupeau va travailler pas très loin de Saint-Jacques. Côté, il est installé rue Pasteur et donc il va travailler autour de la rue Pasteur. Alors, la rue Pasteur aujourd'hui a malheureusement souffert de pas mal de destruction. Il y a pas mal d'immeubles des années 70-80 dans ce secteur, donc il n'y a plus grand-chose de ces œuvres-là. Mais par contre, il va également travailler sur les quartiers de la villégiature, sur les édifices religieux, et donc on a pas mal de choses de lui qui sont conservées. Alors, je vous montre ça en image, j'arrête de parler dans le vide. Alors, je vous montre quelques exemples de réalisations, des plus modestes au plus élaborés, de ces constructions de ces années-là. On est rue Serviès, ici, un très grand immeuble. C'est le même vu de l'arrière, avec ce motif de galerie béarnaise. Là, on est côté EDAS, en fait. Voilà, c'est un motif vraiment très local. Vous voyez qu'on a la face, on a comme pour les 33 tours, en fait. On a la face A et la face B, avec deux choses très différentes. Voilà, là on est sur de l'immeuble un peu bourgeois et là on est sur quelque chose d'un peu plus populaire et de vernaculaire. On a Monsieur Saget dans la salle. Voilà, on a l'imprimerie et les logements pour l'imprimeur Vignancourt. Donc un de ces logements dont je vous parlais, voilà, une personne qui travaille sur place fait construire son local de travail, son logement, et le reste est loué. Il fait appel à l'architecte Marcelin Dumoulou, qui est également une figure au niveau local, pour reconstruire ce bâtiment. Je mets les années, donc je ne les répète pas, ça vous ira. Oui, par contre, j'ai oublié une information. Donc là, pour la commande, on est sur Jean-Baptiste Lafourcade, alors propriétaire de la filature de Gand. Donc on sait que voilà, c'est un investisseur, il travaille, il a une manufacture et il fait construire cet édifice qui lui permet de multiplier ses investissements. Et vous voyez, bon, il vient de pas très loin. Je
je vous mets ça parce que la construction d'usines, Pau n'est pas évidemment une ville industrielle au sens propre comme pourrait l'être une ville du Nord, voilà. Mais par contre, on a quand même ce mouvement localement, cette révolution industrielle qui émerge plutôt Naï, plutôt Oloron, plutôt que Pau, qui va pas, voilà, qui va rester plutôt un chef-lieu de préfecture et voir se développer des activités différentes. Va se développer à Pau. Alors, est-ce que vous y voyez suffisamment? Je ne sais pas trop. Oui, ça va? Même au fond? D'accord. Alors, je vous montre avec la petite main. En fait, les franges de Pau vont se développer pour l'industrie, mais c'est vraiment les rives du Gave et c'est vraiment très localisé. Ça ne va pas être de grandes friches industrielles comme il peut y avoir dans d'autres villes et notamment dans le nord de la France. Mais on a quelques petits actes, quelques petits gestes qui font que sous le Second Empire se développent ces rives du Gave pour héberger une activité industrielle. Alors j'ai noté la délocalisation des abattoirs à Jurançon qui s'effectue sous ces années-là, en fait. Alors, vous suivez ma petite main. Les abattoirs, jusqu'à vers, je crois que c'est 1852 de tête, les abattoirs de Pau sont ici, en fait, pour le 19e siècle. Vous voyez, on est en ville, en fait, on est en quartier de la Basse-Ville. L'hygiénisme ambiant fait qu'on repousse toujours plus loin les abattoirs. On essaye de les éloigner de la ville le plus possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va franchir le Gave. On reste à côté de l'eau, parce que l'eau est tout à fait nécessaire pour nettoyer ces installations. Intrinsèquement, les canalisations permettent de nettoyer tout ce qui est déchets de l'abattage et de faire partir dans le Gave. Et donc, de l'autre côté, c'est aussi pour ça qu'on a annexé Jurançon. Hein. Je suis désolée pour les Jurançonnais, mais voilà, on en profite un petit peu. Donc, on fait passer les abattoirs de l'autre côté. Alors après, c'est aussi un petit cadeau, ça permet le développement de tout ce qui est... donc, les abattoirs, c'est donc la tuerie des animaux, le dépeçage, et des déchets du dépeçage vont naître d'autres types d'industries. C'est-à-dire que le suif des animaux va permettre le développement de tout ce qui est les usines roussilles, des fonderies, parce qu'on va se servir des déchets de l'abattage pour créer de l'énergie et de la matière première pour d'autres constructions. Et donc, durant ces années-là, se développe cette frange un petit peu industrielle. Alors, on est sur 3 industries, on n'est pas sur une explosion, mais on est sur un petit geste de cette époque-là. Là, je n'ai pas détaillé, mais je suis hébergée normalement pour mon travail à l'usine des tramways. De ce côté-là va se développer également la friche industrielle, des années un petit peu plus tard. On est plutôt fin de siècle, mais voilà, on est toujours sur les rives du Gave, parce que ça fournit l'énergie et le nettoyage de ces industries-là. Voilà. Je suis toujours bon. Si c'est trop long, vous faites un geste. Alors, toujours ces exemples de promotion immobilière, les immeubles Pédequois. Alors, Pédequois est un de ses propriétaires rentiers et il va annexer quasiment un îlot autour de la place Royale. Donc, c'est l'îlot plutôt occidental. Et il va construire un immeuble, 2 immeubles. Entre 1851 et 1872, il construit 4 ou 5 immeubles et il boucle un petit peu la place Royale. Et ça lui permet de... là, pour le coup, on est sur de la promotion destinée aux hivernants. La place Royale est un spot à l'époque, donc on est vraiment sur l'endroit où il faut être vu. La villégiature climatique, c'est aussi le fait de respirer le bon air, et la promenade de la place Royale, elle est faite pour ça, en fait. Elle a une utilité thérapeutique à l'époque, et donc lui va se saisir de cette opportunité-là. Et vous voyez un petit peu ici, l'un des attributs de cet habitat de la villégiature, ça va être le belvédère qui permet de profiter de la vue. D'autres exemples. Alors, ici, je vous ai parlé de la figure de Loupeau. Donc là, on est rue d'Orléans, pas très loin des impôts. Je pense que ça vous visualisez. Voilà. Ah, ça suscite des commentaires. Voilà. Donc on est sur un de ces immeubles construit par Loupeau pour lui-même. Et on soupçonne, en fait, vous voyez cette partie-là qui est un morceau de façade un peu dépourvu de décor. On soupçonne que cette partie-là abritait son atelier et vous voyez qu'elle est un petit peu plus décorée. Peut-être une manière d'attirer l'attention sur son savoir-faire pour pouvoir ensuite susciter la commande et susciter l'envie.
Là, on est juste à côté. Vous voyez qu'on est sur les mêmes années. Hein. On est à la suite de la construction du palais de justice. On aménage la rue d'Orléans pour agrandir la ville. Et ces immeubles sont contemporains. Ils ne sont pas par les mêmes maîtres d'œuvre. Ici, alors, le maître d'œuvre, on connaît son nom, mais on ne sait pas ce qu'il a réalisé par ailleurs. Donc, il s'appelle Cambier, mais voilà, si si jamais vous trouvez ça dans vos recherches, vous pensez à moi et vous revenez vers moi. On est sur des bains thérapeutiques dits Pité, Pité étant le nom du commanditaire de ces bains. Là, on est encore dans ce cas-là d'un propriétaire rentier. On sait que c'est un négociant qui fait des affaires avec le Pérou et qui va commanditer ces bains. Alors, j'ai choisi délibérément de ne pas vous montrer les bains que vous connaissez, qui est cet immeuble d'inspiration orientalisante, voilà, mais de vous montrer l'immeuble qui est en front de rue, c'est-à-dire que la parcelle se décompose en deux parties, les bains qui sont en intérieur de parcelle, qui étaient des bains voilà, destinés pour le soin par la baignade dans des alcôves et des étuves, et la construction de l'immeuble en front de rue est destinée à la location, voilà, pour héberger soit des Palois de cœur et de souche, soit des hivernants. Mais les deux vont ensemble, les deux sont construits de manière contemporaine et certainement par le même maître d'œuvre. Vous voyez qu'on a deux signatures différentes, parce qu'il y en a un c'est pour le logement et puis il y en a un autre c'est pour le soin. Alors, là, je vous montre des petits détails qui montrent cette circulation des matériaux dont je vous parlais tout à l'heure. On a une révolution industrielle, on a une architecture métallique qui se développe, puisqu'on est capable de construire ces matériaux et puis de les faire circuler maintenant rapidement à travers tout le territoire. Donc on en retrouve un petit peu des petites pastilles par-ci par-là dans la ville. Si vous avez des garde-corps de fonte à vos balcons et que votre immeuble est un petit peu 19e, vous pouvez retrouver en ligne la fonderie dont il est issu. Et la fonderie, généralement, elle n'est pas béarnaise parce que ce n'est pas notre savoir-faire, ce n'est pas notre cœur de compétences, mais par contre, c'est... alors vous voyez ici JPV André, maître de forge, qui est revendeur à Paris. Vous voyez ici cette fonte de porte de l'immeuble qui est... Enfin, c'est un immeuble de Grammont, vous irez vous balader par là, de la place Grammont. Vous voyez ce petit motif là d'instrument de musique, vous voyez qu'il est vendu par ce maître de forge et qu'il est ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais c'est voilà, un modèle qui est diffusé nationalement et qui permet aux maîtres d'œuvre de se fournir maintenant sur des catalogues. Voilà, c'est la fourniture de l'époque, ça permet de développer ce type d'industrie. Voilà, une des réalisations des frères Labetour dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur l'intérieur de la rue Marcat. Voilà, là on est plutôt en intérieur de cour, avec la vision, l'orientation vers les écuries. Voilà, mon préféré, donc l'architecte Lucien Côté, je reviens sur une de ses réalisations. Vous voyez qu'elle est un peu borderline pour ma chronologie, mais bon, je me suis dit, bon allez, ça vous plaira quand même. C'est peut-être un petit peu plus décoré, un petit peu plus ouvragé. On est sur de l'immeuble un petit peu bourgeois. Jean Louot, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui, mais vous voyez ce type de réalisation qui prennent pied dans la rue Samonzé. Là encore, une rue en plein développement à l'époque, voilà, et qui montre ce type de réalisation. Vous voyez que vous pouvez les lire par vous-même, en fait. Un rez-de-chaussée commercial, un entresol qui permet le stockage des éléments du rez-de-chaussée commercial, le bel étage pour lesquels il y a souvent un balcon, donc c'est là où sont les appartements les plus luxueux, et ensuite des appartements un petit peu moins luxueux, mais néanmoins assez confortables sur ce type de réalisation. Alors, ah oui, j'avais deux sous-parties que je ne vous ai pas annoncées, donc les immeubles populaires et bourgeois, et le lotissement et les villas de toute échelle, puisqu'on a cette dualité de la ville, une ville-centre qui va se développer, qui va accueillir ces immeubles qui sont aussi destinés pour certains pour les hivernants, mais aussi cette ville d'hiver qui se développe avec les villas que vous connaissez, qui font un petit peu l'image aujourd'hui de la ville de Pau. Ces villas, on en a de toute échelle et on commence à les bâtir en faisant lotissement. Ça, c'est aussi une pratique qui se développe à ce moment-là, c'est-à-dire que plutôt que de poser des édifices sans
sans administration préalable, on va commencer à lotir. Alors les outils administratifs pour le lotissement de l'époque ne sont pas encore tout à fait efficaces, mais on va commencer à s'y attacher. On va construire certaines de ces villas en lotissement. Alors ça, comme les outils administratifs n'existent pas, la documentation qui permet de le retrouver, elle est assez ténue. Ça va être quelques mentions dans les archives publiques, ça va être aussi dans la presse, les annonces que font paraître soit les maîtres d'œuvre, soit les maîtres d'ouvrage pour dire attention, il y a des villas en lotissement à la construction, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous voulez en louer une? Est-ce que vous voulez en acheter une? Est-ce que vous voulez, pourquoi pas, en construire une en vous servant du lotissement sur lequel j'ai déjà commencé à borner mes terrains? Vous voyez le principe, il y a une espèce d'émulation immobilière de spéculation qui se met en place. J'ai envie de dire, ça se voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des parcelles qui commencent à être un petit peu normées. C'est assez visible pour ces 4 villas-là. Donc Henri IV ici, vous voyez, alors évidemment la ville contemporaine est passée par là, mais on a une parcelle en long ici, une parcelle en long ici pour Saint-Basile, une parcelle en long pour Navarre, pour la villa Navarre, pardon, et une parcelle en long pour la villa Regina. Après, le morcellement est postérieur à cet état des choses. Sur Regina, Navarre et Marguerite, alors Marguerite, je crois qu'elle est par ici. C'est peut-être celle-là, je ne sais plus, et je n'ai pas mes lunettes. Donc elles sont construites en même temps par la même personne, en 1868. C'est Henri d'Abadie qui est quincaillier, mais qui investit dans le foncier, qui lotit, qui construit ses villas, et puis qui ensuite va les revendre et en faire profit. Donc il n'est pas que quincaillier, il a un solide sens des affaires. Voilà. Et souvent, ce sont les mêmes protagonistes. C'est la police du temps. Je conclus assez rapidement en vous montrant quelques images et la postérité tardive de certains outils. 5 minutes, c'est bon? Oui. Bon, très bien. Je brode pas, je ne me perds pas. Voilà. Je vous montre quelques images. Donc, j'illustre ce dont nous avons parlé. La cité de Petite Chartreuse Beau Séjour, cette villa a disparu. Elle est sous l'hôtel de police, les extensions de l'hôtel de police rue O'Quinn. C'est ces modalités de lotissement avec c'est pas forcément des grandes villas, mais c'est des petites villas qui sont construites et mises à la location. Alors, le temps de la mise en place et de la prise en main par les administrations, le pic de fréquentation de la station dans les années 70 et 80 accélère la croissance économique et urbaine. Là, ce sont les causes un petit peu de la postérité tardive de certains outils qui font que tout ne s'est pas réalisé sous le Second Empire, mais que par la suite, la ville de Pau s'est développée. Alors je vais le faire assez vite, mais effectivement, il y a un temps de l'administration, le temps que l'outil se mette en place. Enfin, je pense que ça vous parle, de toute façon, c'est notre actualité un petit peu tous les jours. L'outil législatif est mis en place, et puis le temps qu'on s'en empare, qu'on sache comment l'adapter dans les faits, il peut se passer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc ça, c'est une cause de ce retard-là. Le fait que, sous le Second Empire, la ville de Pau comme station de villégiature, certes, elle apparaît sur la carte, vraiment, elle apparaît sur la carte. Mais le pic de fréquentation de la station, il est après. Les études de Michel Chadefaux sur le tourisme dans les pays de l'Adour montrent que le pic de fréquentation pour Pau, c'est 1870-1880. Donc on est sur une montée en croissance qui fait que, effectivement, il y a des outils en 1860 dont Pau n'a pas besoin, mais qui vont être mis en place par la suite. Et ce pic de fréquentation, évidemment, a des effets démultiplicateurs, c'est-à-dire qu'on accélère la croissance économique et urbaine de la ville durant ces années-là. Donc ça explique que ces outils soient mis en place plus tard. Ma deuxième... ça c'est plus une remarque aussi, alors ça c'est plus un postulat. Et la remarque, c'est qu'il y a certaines formes qu'on associe traditionnellement au Second Empire qui vont connaître un succès un petit peu plus tard. Mais c'est peut-être lié justement au fait que la ville se développe également par la suite. L'immeuble haussmannien, alors je n'avais pas encore lâché le terme, j'avais parlé des grands travaux parisiens. L'immeuble dit haussmannien, c'est un petit peu ce que vous avez vu précédemment avec ce balcon filant, des choses comme ça. Mais vous voyez qu'il apparaît en fin de période et qui va être développé bien plus tard. Là, on est sur une réalisation des années 1910. Donc vous voyez que là, il s'est passé... J'ai pris des exemples un peu extrêmes, un peu caricaturaux, mais un peu extrêmes. Et c'est
ce type de choses qui vont se infuser, qui vont prendre un petit temps avant de se développer pleinement. Alors, comme j'ai plus beaucoup de temps, je ne vais pas m'attarder. De toute façon, ça sera dans les documents que je laisse. Voilà, la rue Gambetta est percée dans les mêmes années. Donc, cet outil du percement qui est développé à Paris dans les années 1850-60, nous, on va mettre du temps à s'en emparer, en fait. Parce que, alors, on va construire le boulevard du Midi sur ces années-là, mais le boulevard du Midi, il ne va pas beaucoup détruire, en fait. Il va pas beaucoup percer. Il va juste se mettre sur des délaissés de la ville et aménager un coin qui en a besoin, mais sans avoir besoin de démolir et d'exproprier. Enfin, ou d'exproprier plus facilement, puisqu'on exproprie des parcelles libres et non pas des parcelles bâties. Toujours sur ces exemples d'immeubles dits haussmanniens, mais qui sont bien postérieurs au pauvre Haussmann. Cet âge d'or du tourisme, vous voyez qu'il va commencer sous le Second Empire, mais perdurer bien plus tard. Le grand magasin. Enfin, voilà, ça aussi, c'est une image traditionnellement associée au Paris du Second Empire. Ben, nous, ça va être un petit peu plus tard. On va mettre un petit peu plus de temps à développer ce type de choses. J'ai mis le détail parce qu'on a des faïences qui viennent de Choisy-le-Roi. Là encore, un exemple de cette circulation des matériaux nationale, en fait, où on va aller choisir ce qui nous plaît, mais ailleurs. Là encore, un exemple extrême, on est dans les années 20, une banque, voilà, la banque se développe vraiment, les outils bancaires et les banques se développent sous le Second Empire, et nous, on va traîner, ça sera plutôt fin de siècle et début du siècle d'après que ces outils-là vont venir essaimer sur le territoire. Mon dernier exemple, promis Étienne, je voulais revenir sur quelque chose qui illustre aussi cette place de Pau dans la carte nationale, c'est que les édiles, et notamment dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, vont faire appel aux lumières parisiennes. Quand on ne sait pas, on monte à Paris et on va chercher l'homme providentiel. Alors, évidemment, je caricature encore, mais voilà. Et c'est ce qui va se passer à Pau, c'est-à-dire qu'à Pau, donc 40 ans après quand même, on va chercher Alphand, qui est un des maîtres d'ouvrage d'Haussmann. Donc il travaille dans les années 50 à Paris, et on va le chercher en 1890 à Pau pour lui dire, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Plein de choses. Alors, du coup, je ne vous lis pas les choses, parce que sinon, ça va prendre un peu de temps. Mais il va venir à Pau. C'est lui qui va donc relancer l'entreprise et terminer ce boulevard du Midi, qui va devenir le boulevard des Pyrénées, qui va s'étendre jusqu'au Palais Beaumont. Il emmène également avec lui son savoir-faire. Alphand va être le développeur, on va dire, des Buttes-Chaumont, par exemple, à Paris. Il vient à Pau et c'est lui qui va être l'initiateur. Enfin, c'est une idée qu'à Pau on a déjà, mais qu'on n'arrive pas à mener à terme, le dessin du jardin public, donc du parc Beaumont que vous connaissez aujourd'hui. Et alors, donc, on est allé chercher Alphand et on a un deuxième effet qui se coule. On ramène avec Alphand Lafourcade, qui est un des jardiniers en chef de la ville de Paris, qui travaille lui aussi au Buttes-Chaumont, mais sous le Second Empire, mais qui va venir à la fin du siècle, venir travailler à Pau pour retravailler ce parc Beaumont et lui donner un petit peu son essence actuelle, même si le parc Beaumont sera développé aussi durant la première moitié du XXe siècle pour lui donner la forme que vous avez aujourd'hui. Alors, j'arrête de dire que je conclue et je conclue vraiment. Alors, qu'est-ce que le Second Empire à Pau? Une période qui, comme les autres, produit des outils de gestion administrative du tissu urbain et qui encadre la construction. Une stabilité du régime sur 20 ans qui est gage d'entreprises plutôt réussies sur un temps moyen qui est intéressant, 5, 10, 20 ans qui permettent vraiment la maturation de ces projets. Et la place de Pau là-dedans. Alors, Pau n'est pas une métropole. Elle n'est plus une bourgade non plus. Vous voyez que quand même les initiatives sont très nombreuses. Un chef-lieu de province qui tire son épingle du jeu et se démarque d'autres chefs-lieux. Alors je suis allée regarder un petit peu ailleurs. Voilà, Tarbes, Mont-de-Marsan, Auch, vous voyez, les plus proches de notre couronne vont bénéficier ponctuellement d'entreprises, mais peut-être pas d'un mouvement aussi puissant. Alors, la présence du chef-lieu de préfecture, c'est important. Le développement de la zone de villégiature sur un chef-lieu de préfecture, ben c'est un double atout.
et dans une période de pleine croissance, soutenue par les attractions urbaines, l'exode rural, et des investisseurs qui viennent du Béarn, quelques-uns de région parisienne, mais très peu en fait. On a un mouvement de fond de l'investissement immobilier qui permet un petit peu ce développement de la construction à cette époque. Alors, je conclus pour la 3e fois, j'en suis pas une près. Donc cette conjonction, on voit bien qu'elle englobe plusieurs facteurs, j'espère que vous l'avez compris, des initiatives qui sont nombreuses, qui sont ambitieuses, qui sont soutenues par les autorités locales, qu'elles soient municipales ou départementales, ce réseau d'investisseurs béarnais d'abord, nationaux ensuite. Moi, je m'interroge toujours sur le fait que Pau soit, c'était déjà le cas sous le Premier Empire, soit en position frontalière. Et je pense qu'on accorde à ce chef-lieu une importance d'autant plus grande que c'est la première ville dans laquelle on rentre quand on franchit les Pyrénées, quand on arrive des ports de la côte. Et je me dis qu'on en fait des caisses pour afficher cette prospérité, d'autant que le séjour y est agréable, la ville bénéficie d'un panorama agréable. Alors ça, c'était un poncif que je n'ai pas développé. Mais voilà, on a des atouts qu'on met en valeur. Voilà, j'aimerais que ça soit ce que vous reteniez de cette intervention. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la place aux questions.